Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rev'd Up, épisode numéro 8. Je suis Alexis et je suis avec Ludo. Salut Ludo. Salut Alexis. Un épisode d'aujourd'hui sous le signe du voyage. Et de l'aventure, peu cher. N'est-ce pas? Et oui. Et oui, parce qu'il y a quelques semaines de ça, que vous nous avez pas vu, on était en fait un petit road trip il y a 2 semaines. Et puis ça nous a donné des idées. Ouais, on a fait quelque chose comme 1200 bornes à peu près. Ouais, on est parti de Toulouse, descendu par l'Ariège, dans les routes des Corbières, c'était assez sympa. Ouais. Qui n'est pas des routes forcément trop motards, non, enfin en tout cas on n'entend pas trop parler, mais qui étaient vraiment génial. On est passé dans des coins paumés, mais alors des routes incroyables. Clairement sous-côté, donc tant mieux pour nous parce qu'on n'a pas trop été emmerdés sur la route. Ouais. On a eu de la place. Et ça c'est important quand on est en moto. Si on veut enrouler un petit peu et mettre un peu de rythme, Et pourtant c'était appréciable. le week-end de l'ascension. Ouais. Et franchement on était vraiment au calme. Donc très cool. Première étape, donc descendu vers les Corbières. Ensuite côte Vermeille, donc Argelès, Collioure, etc. On est descendu jusqu'en Espagne. Ouais. Grosse déception l'Espagne. Bah disons que ouais, dès qu'on sort des reliefs, c'est très vite chiant, très vite plat. Ouais. Et malgré les tracés suggérés par l'incroyable appli Kalimoto. Non, mais je crois que t'as pas trop le choix en fait. Hein, Ouais. Quand tu veux, en gros, les liaisons en Espagne, c'est beaucoup de routes droites, passer dans des villages fantômes un peu déprimants. Donc j'avoue que c'est pas Ouais. la partie qu'on a préférée le plus. Et après, on est remonté en Andorre. Et alors là, en Andorre, on a eu droit à la neige. Ouais. C'était quand même golden. Franchement, on a eu toutes les configurations possibles et ça, c'était super intéressant. Ça a permis déjà de voir un petit peu comment se comportait la moto, comment nous on se comportait. Ouais. Ouais, et puis changer vraiment de décor et d'air, Bah, c'est tonifiant, vivifiant. C'est un peu la remarque qu'on se faisait, c'est que finalement, on a fait quoi? On a fait 1000 bornes dans le week-end, enfin un peu plus 1100, je crois. Et tous les jours, on a changé complètement d'environnement. Mm. Et donc finalement, ça nous fait dire que c'est pas forcément hyper nécessaire de traverser l'Europe pour se dépayser. Là, au Ouais. final, Bah, surtout qu'il y a eu toutes les météos, donc on a eu chaud, froid, humide, sec, mer, montagne, neige, autoroute chiante, enfin vraiment, Ouais. et rocade pour finir. Le Voilà. pont sur la Garonne, comme dirait l'autre. Exactement. Donc on a pu voir un peu de tout, et justement d'où l'idée de ce podcast d'aujourd'hui, donc sur le road trip et surtout sur un top 5 en deuxième partie, donc top 5 ou top 7 d'ailleurs, Ouais. moto road trip. Mais du coup, avant d'aborder notre sujet road trip de la semaine, on va parler un peu des quelques essais qu'on a fait depuis la dernière fois, puisque là, ça fait quoi? Ça fait deux interviews qu'on enchaîne, donc on n'a pas eu l'occasion de trop débriefer des essais qu'on a fait. On a essayé des trucs sympas, Ludo. Ouais, on a essayé notamment la 1290, la nouvelle, la Super Duke Ouais, de 2023. Verdict unanime, c'est débile, C'est débile. mais on en veut une. On en veut une. C'est vraiment c'est une arme de guerre. Ça a quand même de quoi s'amuser sur route. C'est vrai que moi j'avais peur que ce soit vraiment inexploitable sur des portions, on va dire à limitation de vitesse plus que Ouais. plus que prohibitive. Mais non, honnêtement, c'est quand même déjà largement rigolo. Certes, on n'a pas passé la seconde, enfin plutôt la troisième. Parce On que est resté en seconde. On a fait 2-3, 2-3 sur le. même sur le périph', ce qu'on a remarqué, c'est que le périph' à 90, c'était pas en 6ème, t'es Non. en 4ème parce que sinon Grand ça max. broute. Ouais, même quatrième, des fois, tu sens que parce que c'est pas une moto qui est faite pour rouler à bas régime, Ouais. même si c'est une moto qui est plutôt technologiquement très pointue. Voilà, ça reste cogneur à bas régime, donc c'est pas fait pour. Donc là, partie cycle de fou, c'est-à-dire. Ouais, ce que je retiens, moi, c'est le gabarit. T'as Ouais. l'impression d'être sur une petite cylindrée, quoi. Si ce Ouais. n'est la largeur, en tout cas l'empattement. Et la Ouais, moto super agile. C'est une grosse sauterelle, et ce qui est, moi, m'a sauté aux yeux, c'est que peu importe la courbe, elle t'invite vraiment à aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que tu commences à pencher et limite. Ouais, c'est facile, quoi. Elle est en train de te dire, bah vas-y, c'est quand tu veux, tu peux y aller, il y a de la marge, tu te sens clairement en sécurité. Peut-être trop, je sais pas du coup. Dans ces cas-là, je sais pas quelle est la limite, mais tu sens que tu peux y aller, mais largement plus fort et elle bronchera pas. Et c'est ça que j'apprécie, c'est chirurgical, c'est précis, c'est rigoureux. Le moteur est féroce, vraiment. Ouais, c'est le mot. C'est le mot. Le couple. Énormément de couple, beaucoup d'allonge aussi. La Ça lève. position est pas très extrême. Pas Non. trop extrême. Quand même un peu sur les poignets, c'est un Ouais. peu dur, mais bon, c'est clairement pas fait pour faire des kilomètres. Hein, Non, mais tu vois, c'est pas le truc où je me dis c'est une torture de rouler avec ça au quotidien, quoi. Non, peut-être pas. Par contre, ouais, dès que vous commencez à tirer un peu, ça lève tout seul, même s'il y a un anti-wheeling, donc il y a même pas à tortiller. Tôt ou tard, le permis va sauter. Donc, Là, c'est un peu les deux inconvénients. C'est un, c'est pousse au crime. Et deux, c'est cher, 20 000 €. bah, le rapport prix-performance. Oui, non, là, il n'y a pas de sujet, mais c'est vrai que bon, pour une moto, Ouais. voilà, 20 000 €. Bah, voilà, ça reste 20 000 €, mais là, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable pour moins cher ?
Ouais, peut-être pas. Allez-y en Peut-être commentaire, faites-vous plaisir. Là, tout de suite, ça me vient pas. Ouais, dites-nous hein, si vous avez l'expérience sur ces motos-là, ce que vous en pensez. Ouais. Après, c'est vrai que la concurrence, c'est les hyper roasters, donc ça va être chez Ducati. La Street Fighter, La Street donc. Fighter, évidemment. Voilà. S Miller, voire M Miller chez BM. Ouais. Enfin, tous ceux qui font plus de 200 chevaux, quoi. Donc c'est vrai que. Bah, là, tu vois, Street Fighter, la V4S, on est quand même à un petit 26 000 ouais, euros. 26 000, ouais, non, mais c'est clair. La Donc- concurrence, c'est plus cher. Après, Donc- voilà, c'est plutôt d'un point de vue. J'ai 20 000 euros à mettre dans une moto, est-ce que je prends ça ou est-ce que du coup je me prends une moto d'occasion Perso, je prends deux comprends. motos d'occasion. Là, je comprends, on est vraiment sur un truc à part Ouais. qui mérite le détour. Après, le style, on pourra dire ce qu'on veut, et puis surtout que c'est largement customisé et moyen de faire un look Ouais, plus c'est perso. Mais vraiment, ouais, bonne surprise. Deuxième essai, et pas des moindres. Ouais, série d'essais d'ailleurs. Et Série on en d'essais. revient juste, on a fait ça cet après-midi, donc Voilà. c'est encore tout frais. Donc on l'a teasé plus que largement puisqu'on a fait un épisode spécial Brixton, en tout cas avec nos amis de chez Jetbike, qu'on Ouais. salue, qui distribuent notamment Brixton. Et ils nous avaient proposé donc d'essayer toute la gamme et Et nous on a laisser, essayé toute la gamme. voilà, et de donner donc librement notre avis là-dessus. Donc, on a commencé par les 125. Voilà. L'idée c'était de commencer petit, histoire de ne pas trop mélanger les saveurs dès le départ, puisqu'on a essayé encore une fois toute la gamme, donc 125, 500 et 1200. Donc sur toute la gamme 125, on a globalement, côté moteur, on avait quelque chose d'assez semblable à ce qu'on a pu voir. Ouais, c'est vrai que c'est pas ce qu'on retient le plus dans la gamme Brixton du coup. C'est vrai Non, parce que voilà, c'est ce qu'on a vu de plus commun dans toutes les marques naissantes comme ça, sur des prix d'appel, des petits prix. Donc c'est des moteurs qui vont chercher autour des 10 chevaux, hein, si je dis pas de bêtises, qui ont pas une plage d'utilisation très pointue. Ça reste de la moto pour enrouler, pour aller au boulot, à la Ouais, plage, si chercher vous le voulez. pain, Voilà, il n'y a pas de perf, même pour une 125, attention, parce qu'on entend bien que ça n'est qu'une 125, mais on a quand même essayé, notamment chez Rieju, Aprilia, Honda et Yamaha. Il y a quand même de sacrés progrès sur les petits monos 125. Là, on est quand même sur une conception un peu à l'ancienne et plutôt, on va dire, un packaging, on va dire, en termes de style et d'équipement qui a été privilégié plus que le moteur. Là, franchement, sur le style, bon, on mettra quelques images en incrustation, mais par contre, c'est vrai qu'elles ont quand même une sacrée gueule. Ouais, là, ça Elles ont change. chacun leur petit style, parce que du coup, il y a différentes variantes. Hein. Il y a une même base, mais avec une version plutôt Cafe Racer qu'on a essayé, une version un peu scramblerisée, on va dire. Ouais. Enfin, voilà, il y a plusieurs versions, et c'est vrai que leur principal intérêt, c'est leur prix d'appel. Hein. On est entre 2 et 3 000 euros. Ouais, 2600, je crois, de tête. Ouais. À peu de choses près, puisque, bon, effectivement, d'une version à une autre, parfois, c'est quelques accessoires qui peuvent changer. Je pense à notamment celle avec la selle monoplace en cuir façon tracteur des années 20. Ça, c'est pas mal parce que clairement, c'est fait pour faire 500 mètres. Ouais. Parce que c'est extrêmement rigide. Et surtout, la selle, honnêtement, moi qui fais un 38 à tout péter, même moi, j'en menais pas large. Et encore, le pilote, c'est une chose. Le passager. Alors, le passager, il a un timbre-poste en cuir. Vraiment, c'est vrai que la moto a une gueule une formidable. sacrée gueule, ouais. Ouais, la couleur est très sympa, un petit mat Bleu, là, ouais. bleu et ce cuir un peu. Cognac, ou Cognac, je sais pas ouais. comment on appellerait ça. Franchement, la moto pour aller boire la bière, c'est super, surtout qu'encore une fois, en termes de prix, bon, on va pas casser le PEL avec ça, donc je pense que c'est une bonne idée, c'est une proposition en tout cas. Ouais. Mais c'est pas les modèles qui nous ont le plus marqué. Pour ma part, il y en a deux. Ouais. Donc on a la Cromwell 1200 qui est une anti-T120 de chez Triumph, de la Bonneville. Ouais, donc Pour, celle-là, on l'a essayé, ouais. on l'a même essayé en duo. Et on l'a essayé en duo. Et pour quelques milliers d'euros de moins, je dis bien quelques milliers d'euros de moins qu'une Triumph, franchement, elle est ultra crédible. Moi, ça a été une vraie surprise. Ouais. Vraiment. Et toi, je sais pas comment tu l'as... Bah, pareil aussi, c'est pas spécialement le genre de moto à la base, hein, mais c'est vrai que il y a du couple à plus savoir qu'en faire. La ligne est vraiment d'enfer. Pour le coup, autant je suis pas méga fan. Enfin, je trouve les T120 chez Triumph un peu old school. Là, c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 éléments qui la modernisent un peu, notamment le compteur qui est un compteur TFT. La signature lumineuse aussi. On est sur ouais. un halo type donc Brixton. Ils ont vraiment leur délire avec le compas là. Ouais, la boussole, nord, sud, ouest, est, la boussole, pardon. Avec le halo autour.
Ça, c'est quand même sympa. Ouais. Sur le coloris, là, on était sur un coloris un peu pastel. Vermante, ouais. Ouais, Bah, mais même que ton t-shirt, en fait, lui. non, c'était plus vert que ça, mais en tout cas, couleur pastel. Ouais. Donc, ça, très, je mettrai les images en très années 60, donc ça, c'est sympa. Elle existe en noir aussi. Mais ce qui vraiment nous saute aux yeux, c'est, on va dire, le côté homogène qui en ressort en termes de qualité perçue. Ça fait pas cheap du tout. Pas du tout. Le moteur, c'est leur moteur, c'est pas une copie de je ne sais quoi. Ouais. Puis franchement, il a des choses à faire valoir, quoi. Hein. Ouais. Après, je crois qu'on est autour de 80-90 chevaux grand max, mais on a un couple qui est tractopellistique, n'est-ce pas? Ouais, on a fait une sortie de rond-point, mais on était tous les deux. Hein. Ouais, même à deux. Bon, on n'est pas non plus des énormes gabarits, mais bon, on fait quand même notre petit poids, quoi. Et franchement, c'est trouvé ça délicé. Ouais, ça suffit largement. La partie cycle est rigoureuse, le freinage très bien équilibré, c'est du Nissin, je crois, dessus. Franchement, bonne surprise, ouais, comme je disais, je crois qu'on est autour de entre 10 et 11 000 euros. On est à 11 000, ouais. 11 000, 190. ouais, voilà, on est à 11 000 euros. Bonne surprise. Ouais, franchement, là, on recommande les yeux fermés, quoi. Ouais, clairement. Et la dernière qui nous a bien plu, c'est leur gamme de 500, les Crossfire. Ouais, alors, ouais. Donc 500, sur base, le moteur c'est une base Honda, hein, le moteur de la CB500 en gros. Hein. Clairement. Ouais. Qu'on essaie en deux versions. Donc une version plutôt routière qui est la Crossfire 500 classique, avec donc jantes à rayons quand même, mais pneus routiers, une garde au sol un peu plus faible. Et puis après il y a une version scramblerisée qui du coup, suspension plus grand débattement, un peu plus haute. Ouais. Et puis quelques agréments stylistiques, notamment la petite plaque phare devant. Il y a les pads sur les côtés du réservoir. Non, la finition est vraiment super. Et puis la couleur, elle a un petit bronze cuivre, enfin, je sais pas trop comment un peu mat, ça, très sympa. Les jantes sont sublimes, franchement j'adore. Jantes à rayons tangentiels, là, un peu comme les GS. Hein. Clairement, comme les GS. Franchement. Position de conduite vraiment naturelle. Alors attention, par contre, la selle est un peu large, donc même si elle paraît pas haute, c'est toujours pareil. Dès que vous avez une selle un peu large, comme vous écartez un peu les jambes, vous perdez en hauteur. Donc même moi qui fais 1m81, j'ai les pieds quasiment à plat, mais quasiment. Pourtant, elle est pas si haute que ça. Donc il y a juste ça à la rigueur, il faut faire un petit peu attention, mais le reste, honnêtement, pour une moto purement A2, parce qu'elle est même pas bridée. Non, c'est A2 natif, ça fait 46 chevaux, je crois, ou 47 chevaux. Enfin, en gros, voilà, il n'y a pas de bridage et franchement, ça tourne super rond, ça vibre pas. Bon, c'est vrai qu'on reconnaît un peu les origines Honda, hein, clairement. Mais moi, ça m'a beaucoup rappelé la CLX chez CF Moto, dans le sens où tu montes dessus, c'est du naturel, quoi. Et pour une moto de débutant, franchement, s'il y en a parmi vous qui sont A2 et qui cherchent leur première moto, à la fois côté positionnement prix, c'est plutôt cool parce qu'en gros entre 6 et 7 000 euros, je sais plus exactement combien on est, mais bon, elle est placée au niveau prix. Le look, franchement, j'en ai pas vu une comme ça. Comparable, tout ce qui existe en fait dans cette catégorie-là. Hein. Et puis comportement moteur. Alors c'est pas un foudre de guerre, c'est-à-dire que dès qu'on lui met un peu des tours, bon, ça reste 47 chevaux, mais je veux dire, moi c'est une moto que je pourrais très bien emmener en road trip justement parce que pour avoir fait 1000 bornes sur une Transalp qui n'a que quelques poneys de plus, on voit pas la différence. Donc c'est pour un débutant, comme on le disait, voire même pour quelqu'un qui a juste pas envie de se prendre la tête, pour rouler à 80 ou 110 ou 130, voilà. Quoi, 130 là-dessus, bon, je pense que ça va pas être du bonheur, mais il n'y a pas de protection, donc ça suffit. Dans tous les cas, ça suffit. Le rapport qualité-prix-prestation, ça suffit. Et il y a vraiment un look à part, fin du débat. Le pot a un son vraiment sympa pour l'Euro 5. Ça pareil, ça fait toujours des accessoires en moins, parce qu'il y a quand même des crash bars, il y a tout ça, ce qu'on disait, le compteur TFT. Donc voilà, on n'a pas besoin de remettre à la poche et ça suffit, quoi. Et merci pour ça, parce que franchement, ça faisait longtemps qu'on attendait vraiment des propositions. C'est rafraîchissant hein, comme gamme. C'est vrai que ça mérite à être connu, parce que du coup, aujourd'hui, ils sont dans un petit déficit d'image. Brixton, tout le monde ne connaît pas forcément, mais franchement, allez essayer si jamais vous avez un distributeur près de chez vous, ou que si vous êtes sur Toulouse, allez chez Dietbike. L'accueil est super, et puis ils ont été adorables. Franchement, très bien. Ils ont vraiment laissé la main, justement, là-dessus, en disant, faites-vous votre propre avis. Voilà ce que nous on a constaté, voilà ce que vous pouvez faire. Et on a tout testé, donc Brixton maintenant ça y est, je pense qu'on peut dire qu'on connaît. Hein. Ouais, c'est clair. En tout cas, on remercie David et Amandine chez Jetbike. Et puis vous allez retrouver tout ça dans les jours qui arrivent en short. Sur tous nos réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, sur TikTok. On va les poster au fur et à mesure. On a fait quelques petites vidéos, on a pas mal de plans.
à utiliser. On va résumer tout ça. Du coup, on va passer, Ludo, à notre gros sujet du jour. Et avant d'aller sur notre top des motos de road trip, on voulait parler un petit peu, nous, de notre retour d'expérience qu'on a pour ce road trip qu'on a fait là récemment. On en avait fait un quelques semaines auparavant aussi, où on avait été un peu moins loin, mais Un aqua road trip. dans les mêmes conditions, dans des conditions un peu pluvieuses, un peu difficiles. Complètement même. Ouais. 3 jours non-stop de flotte, ça vous épuise. Je Ouais. pense que le mot, il est pas... C'est ça. Et ça vous fait mesurer l'importance d'une tenue de pluie complètement étanche. Parce que t'as beau avoir une tenue de pluie, là, l'important, c'est que toutes les jonctions soient bien faites et que ça coule pas dans les chaussures. Et c'est valable aussi pour la moto. Il faut une électronique irréprochable et N'est-ce pas imperméable, n'est-ce pas? Dédicace à Fantic. Fantic, si tu nous regardes. Ah ouais, quelques... Petit compteur parti trop tôt. Ouais, petit compteur qui affichait les pleins phares, alors que pas du tout. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le chargeur USB qui restait allumé, donc j'ai juste prié très fort que ça me vide pas la batterie toute la nuit. Ouais. Ce genre de... Honnêtement, ça reste des détails, c'est pas grand-chose. Mais... Ouais, on s'en est plutôt bien sorti. Oui. Mais en tout cas, ouais, voilà, on s'est dit, on va pour ceux qui préparent des road trips pour la saison, là, parce qu'on commence vraiment à rentrer dans le dur de la saison, on s'est dit qu'on allait nous donner nos quelques... Alors, sans forcément être... se prétendre être des baroudeurs de l'extrême ou des rois du road trip, mais c'est vrai que voilà, on en a fait un ou deux dernièrement et que il y a quelques trucs qu'on garde en mémoire, et notamment sur la partie itinéraire. Et on l'a vu là quand on est descendu en Espagne, en fait, pour ce qui est de la distance à parcourir. Alors en gros, c'est comment calibrer les étapes. Parce que là, c'est vraiment au sens large du terme. Une étape, ça doit être efficace en termes de rayon d'action, mais surtout, ça doit rester du plaisir. Et ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas, parce que parfois, on se sent soit pousser des ailes en disant, allez, on peut pousser plus loin, voire des fois, on a un peu la flemme, et finalement, on n'a pas avancé. Et nous, on a remarqué qu'il y avait quand même un nombre de kilomètres relativement précis, sur lequel notre seuil de tolérance peut basculer. Alors, en gros, ça se situe aux alentours des 200 bornes, quoi. On va dire entre 200 et 250. Même si on a fait parfois quasiment 2 fois plus. Mais justement, on l'a un peu subi. On l'a un peu subi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que partir sur 200 bornes, ça peut sembler court sur une journée, parce que c'est vrai que des fois, tu vas rouler une après-midi, tu vas faire 300 bornes dans l'après-midi. Alors attention, sur la ligne droite, oui, mais sur des sinueux, 200 bornes, c'est 200 bornes. 200 bornes, ce qui est important en road trip, c'est aussi de se laisser le temps de pouvoir improviser, entre guillemets, de pouvoir s'arrêter manger 2 heures si on a envie de s'arrêter manger 2 heures, et de pas de se mettre de contraintes inutiles où en fait on regarde sa montre, il est 16 heures, on dit putain, il nous reste encore 100 bornes à faire, il faut qu'on accélère, etc. Ouais, ça ne tourne pas en voyage organisé. En mode TGV, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a à la fois le road trip en lui-même où on a besoin de faire sa boucle, quoi. Et des fois, 200 km, c'est pas beaucoup. Donc en fait, on aurait tendance à vouloir faire plus pour avoir plus de choses. Mais en fait, ce qui est clair pour nous, c'est que dépasser cette limite-là, en fait, on arrive le soir, on est cassé, on arrive tard, on profite pas des soirées. Et donc c'est vrai qu'on l'a fait une fois là sur un trajet. Le trajet, on est descendu des Corbières jusqu'en Espagne, où en fait on a mis les 3/4 de la journée pour arriver jusqu'aux Pyrénées, et puis après on a dû faire les Pyrénées jusqu'à notre destination en Espagne. On est parti à 18h, quoi. Et donc on arrivait il était 23h, 22h30, 23h, on arrivait, on était rincé. Enfin rincé dans les deux sens du terme, puisqu'on a pris la petite saucée qui va bien en passage. Mais alors en fait, ce qui fatigue dans un road trip, et moi ça je l'ai appris via une vidéo sur internet qui n'avait rien à voir avec la moto, c'est un kiné qui disait que en fait il n'y a pas de mauvaise posture, ça n'existe pas. Ce qui fatigue le corps humain, c'est de rester figé sur une posture. Le corps humain, il a besoin de bouger pour que les muscles justement puissent travailler et surtout soit se reposer, soit justement entrer en action. Et c'est vrai que sur les trajets les plus sinueux, c'est pas là où je me suis senti fatigué. Par contre, les portions de autopista, mais quel enfer. Ouais. C'est-à-dire le cul vissé sur le siège. Sur la selle plutôt, même si elle est rembourrée, franchement, tu as mal, tu souffres. Ouais. Parce que tu bouges pas. Et donc, d'où l'importance de faire des pauses, mais quand tu fais des pauses, tu perds du temps, et si tu as trop de bornes à faire, ça marche pas. Donc voilà, pour nous, c'est un peu ce qu'on va viser maintenant, hein, c'est en gros entre 200 et 250 bornes max. Et en fait, si tu faisais la réflexion de c'est très juste, c'est en gros, c'est un plein, quoi. Un plein, ouais, alors un plein pour les standards des motos. Pour un standard d'il y a 15 ans, allez voir, pour éviter de fâcher. Ouais. Mais ouais, grosso modo, c'est plus ou moins un plein. Enfin, moi, je vois la mienne. Donc le Transalp, 32 ans au compteur, clairement c'est 200, 250 bornes. Allez, 250 aussi, je peux les faire, pas de souci, mais pareil pour la Fantic, 200, 250. Mais 200 bornes avec du sinueux, parce que j'insiste là-dessus, sur un trajet choisi, donc on parlait de Kalimoto, donc l'application qui... Et on va y venir justement. Voilà, on va y venir. Sur du sinueux, l'air de rien, on se préserve aussi, parce que non seulement on a beaucoup de plaisir, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, et surtout, comme je le disais, le corps a le temps de bouger.
et donc de se reposer bizarrement. Ouais. Bon voilà, c'est notre premier enseignement. Le deuxième, en effet, tu viens de mentionner Kalimoto, Ludo, c'est un peu la façon dont nous on prépare nos itinéraires. En fait, Kalimoto a cette fonction qui est quand même pratique, c'est de permettre de faire des trajets qui sont sinueux, même en version gratuite. Donc nous on l'utilise plutôt en version web, parce que la version sur l'application mobile du coup permet pas de faire ce trajet, ou en tout cas c'est pas facile. C'est difficile justement de tracer de A jusqu'à Z Ouais. un itinéraire optimal en termes de virage, de A jusqu'à Z. Donc en fait, je pense que c'est volontaire, de par la gratuité de la chose peut-être, je sais pas. Ouais, puis bon, de toute façon, sur un téléphone c'est compliqué, mais en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend la version web, en gros on met le point de départ, point d'arrivée, il nous calcule un itinéraire, et après on bouge les lignes, on met des étapes intermédiaires, ce qui nous permet finalement de générer un fichier GPX. Donc pour il y a certainement beaucoup d'entre vous qui connaissent le format GPX, mais en fait c'est un format qui va lister tous les points de passage sur un itinéraire. Et on exporte ce fichier-là, et c'est là où on arrive à un deuxième problème, c'est que l'application Kalimoto en navigation, nous on n'est pas super fan, hein, on l'a essayé une, deux fois. Graphiquement elle a gerbé, déjà. Ouais. C'est pas réactif, pas suffisamment. Donc 9 fois sur 10 on va manquer l'intersection, donc déjà rien que ça, moi ça me saoule. Accessoirement ça nous renvoie pas les points de contrôle maréchaussettistiques, n'est-ce pas ? Même si on n'était pas là pour casser des chronos, comme tout le monde, des fois on peut être tête en l'air, donc c'est bien de temps en temps d'avoir un rappel. Point barre. Ouais, donc en gros on l'utilise pas. On peut pas non plus utiliser ni Google Maps ni Waze, parce qu'en fait ils permettent pas d'importer des GPX. Donc en fait le problème de Google Maps ou de Waze est très cool, hein, mais tu vas t'emmener à ton point d'arrivée en évitant éventuellement l'autoroute, mais en tout cas il te permettra pas de passer par un itinéraire précis. Pas au plus faible. Voilà, c'est ça. Donc on s'est retrouvé un peu avec ce problème de dire qu'est-ce qu'on fait de ce GPX finalement. Et on a testé une nouvelle appli là pendant ce road trip justement qui est Osmand, qui est aussi une application qui est très connue, alors qui est une application qui permet finalement d'afficher un fond de carte et d'y poser un GPX par-dessus. Donc en fait on a le fond de carte et puis on a la trace. Il y a une application qui est beaucoup utilisée en off-road, mais qui a aussi plein de... En fait c'est une appli qui peut servir à plein de trucs, on peut faire de la randonnée, enfin c'est vraiment un truc qui est ultra customisable, donc qui demande un peu de temps pour finalement choisir un peu les éléments qu'on va afficher sur l'interface. Mais par contre, une fois que c'est fait, et nous, le fonctionnement qui nous a le mieux convenu, c'est en gros on affiche le fond de carte, on a notre point de localisation, et puis en fait on se dirige comme sur une carte finalement, sans forcément avoir trop les instructions de navigation, mais bon le tracé finalement est assez facile à suivre. Et ça permet finalement, quand on se gourde de route ou des fois quand on prend un raccourci, de ne pas avoir le truc qui recalcule et qui des fois part un peu dans tous les sens. On peut retrouver sa trace tranquillement en dézoomant un peu sur la carte, donc ça c'est plutôt pratique. Et le gros point pratique aussi, c'est quand on se retrouve en Andorre où toutes les datas sont surfacturées hors forfait, là vous pouvez télécharger en avance les maps et éviter de vous taper, donc comme je le disais, le hors forfait qui va bien. Ouais, le hors forfait qui fait mal. Ouais, qui fait mal, on en a fait l'expérience. Heureusement qu'il m'a prévenu, parce qu'en fait j'étais tranquillement en train de mater une vidéo de farine de blé. Voilà, ça a été farine de hors forfait, hein, concrètement. Et ouais, voilà. Parce que les datas sont maintenant entre guillemets gratuites dans toute l'Europe, mais sauf dans certains territoires, notamment l'Andorre, où les opérateurs le font payer encore au prix. Au prix typique. Et donc finalement on a fait tout le travail avec ça. Moi je vois deux limites. La première c'est que, alors il y a une version payante d'Osmand qui est franchement pas cher, parce que c'est un abonnement à 3 € par mois, donc, et qu'on peut prendre juste pour un mois, donc moi c'est ce que j'ai fait. Ça permet deux choses, ça permet de télécharger plus de... je crois qu'on est limité à 5 cartes différentes en hors ligne en version gratuite, donc c'est-à-dire qu'on télécharge des régions, donc si on traverse plus de 5 régions ça peut être problématique entre guillemets. Et puis la deuxième, c'est que c'est pas compatible avec CarPlay, et je vais expliquer pourquoi dans un instant, en version gratuite. Donc la version payante permet de débloquer ça. Et je parle de CarPlay justement parce que j'ai testé du coup sur ce road trip là, je cherchais une solution. En fait, Ludo, toi t'as un support de téléphone sur ton guidon. Ouais, un truc Amazon 15 balles en plastoc. En gros, c'est une croix qui permet de mettre le téléphone, point barre. Ça va pas chercher plus loin. Moi, j'avoue que j'ai toujours cette crainte. En fait, pareil, ça, vous le savez certainement, mais les vibrations de ces supports de téléphone, finalement, pour les téléphones qui ont des objectifs stabilisés, en fait, font un peu travailler les micromoteurs qui stabilisent en gros l'objectif dans le téléphone. Et en fait, ça peut endommager définitivement l'appareil photo du téléphone. Et quand on voit le prix des téléphones, moi, j'avoue que ça me stresse un peu. Donc, chercher une solution. iPhone. Chercher une solution un peu
qui m'évite en fait de mettre mon téléphone sur mon guidon. Alors je sais qu'il y a des supports de téléphone, notamment chez Quadlock, qui permettent de éliminer les vibrations puisqu'ils sont montés sur Silent Block. Bon, moi j'avoue que j'ai vraiment pas du tout envie de faire l'essai. Et donc j'ai trouvé en fait pour 130 balles un petit écran en fait qui ressemble à un GPS, un truc genre Garmin, mais qui est pas du tout un truc Garmin, c'est juste un GPS qui permet en fait d'afficher CarPlay. Et je suis tombé là-dessus, j'ai vu une pub Instagram. Alors c'est un truc qui est distribué par je sais pas combien de dropshippers qui vous vendent ça à 250 balles. En fait, ils font juste que les commander en Chine et vous les envoyez. Okay. Vous allez sur AliExpress, il est à 130 balles, c'est exactement le même. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Et en fait, tout simplement, c'est un truc qui se connecte en Wi-Fi au téléphone, qui affiche l'interface CarPlay, donc un écran tactile qui permet d'avoir sa navigation, sa musique, etc. Qui a plutôt bien fonctionné. C'était un peu compliqué au début. Je sais pas pourquoi les premiers jours, il y avait pas mal de déconnexions, notamment à chaque fois qu'on coupait et qu'on rallumait la moto. Puis après, je sais pas, ça s'est mis à marcher le deuxième, troisième jour, là. Puis finalement, après, c'était plutôt efficace. Donc c'est pas une solution forcément pour tout le monde, déjà parce qu'il faut avoir de quoi, faut peut-être en trail, je pense qu'il faut vraiment avoir de quoi accrocher le téléphone sur une bulle ou sur un support quelconque. Mais ouais, plutôt efficace. Donc voilà, pareil, si vous voulez regarder, je mettrai les liens dans la vidéo. Ensuite, on a parlé de bagagerie aussi. Parce que c'est vrai que voilà, l'idée de ce sujet-là, c'était de vous dire quels sont les paramètres à prendre en compte pour le road trip. Il y en a qui paraissent être anodins, qui tombent sous le sens, mais en fonction du tracé que vous aurez choisi, de la moto que vous avez, ça peut rebattre les cartes. Et c'est vrai que donc on parlait justement de cet aspect qui paraît anodin. Donc le GPS, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut mettre 15 balles dans un support. Ben, certes, mon support il est bien pour 15 balles, sauf que quand vous mangez 2 jours de flotte, a plus le téléphone. Donc c'est réglé, donc d'où l'idée de ton système CarPlay à 130 balles sur AliExpress. Qui est en plus parfaitement étanche. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit aussi, qui est vraiment... je pense que tu peux limite le plonger dans la flotte. Parce que ras-le-bol de s'arrêter comme le premier road trip qu'on a fait ensemble, où je m'arrêtais sans arrêt pour leur mettre le téléphone dans la poche de peur qu'ils meurent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, il y a, comme on disait, tout ce qui est bagagerie. Alors, il y en a qui partent en road trip avec leur maison, et puis il y a les raisonnables. Ou ceux qui n'ont pas le choix. Et ceux qui n'ont pas le choix. Et nous, on a fait ce qu'on a pu. C'était un peu un intermédiaire. Nous. Ouais, intermédiaire, mais finalement, justement, parce qu'on a été bien calmé par le premier road trip, on avait pris une sauce monumentale, donc forcément, au niveau d'échange, on a été très vite limité. Donc là, forcément, envie de compenser un peu, à se dire, cette fois, on ne sera plus à voir. Ouais, puis là, on partait pour 4 jours, donc bon, ça demande quand même un peu de. Et qu'il y a eu pas mal d'orages et d'ondées passagères, donc il faut pouvoir jongler. Donc, perso, j'ai opté pour un kit de valise souple. Qu'on trouve à peu près à 50 balles sur le bon coin, ni plus ni moins. Toi tu les as eu d'occasion, Ludo, tes valises. En fait, c'est mon père qui me les a filés, mais je les ai retrouvés justement pour préparer le sujet sur le bon coin. Un type qui vend exactement les mêmes. Je pense qu'on fera peut-être une petite incrustation. Ouais. Mais, 50 balles sur le bon coin, vous avez un truc étanche, relativement solide. Bon, ils ont mangé, ça n'a pas bongé. Ça s'installe assez facilement avec un système de scratch et de clip. Donc vous mettez ça autour de soit un écarteur de valise. Donc l'écarteur, c'est en gros une structure métallique. Ouais, c'est deux petites languettes de fer comme ça sur le côté. En fait, ils appellent ça un écarteur de cavalière, je crois. Sacoche cavalière, ouais. Ça coûte rien, je crois que c'est 30 ou 50 euros, je sais plus. Contrairement à un support valise qui là coûte une blinde parce que c'est justement prévu pour soit du JV, soit du Shad, soit du qu'on appelle ça, du Lone Rider et compagnie. Ouais. Voilà, sur du gros système de bagagerie. Donc là, non, là, c'est juste, vous si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous prenez un écarteur de valise, vous prenez ces sacoches-là, il y a largement la place, c'est étanche, et ça fait le café. Ça fait le taf. Hein. Ouais, ça fait le taf. Ouais, donc Ludo, toi, c'est plutôt valise souple là pour ce trip-là. T'avais aussi un top case sur le Transalp. Ouais, alors ça, pareil, autant je trouve ça à gerber en termes de style, surtout dans la vie de tous les jours. Autant là, additionné à 2 valises, ça choque pas du tout, au contraire. Et surtout, si vous avez besoin de partir acheter du pain ou quoi, que vous êtes garé au milieu de la ciudad, là, c'est quand même un petit peu plus sécure qu'une paire de valoches en tissu. Un coup de cutter, c'est fini. Hein. Ouais. Donc, c'est l'avantage du top case, c'est que ça ferme la clé, c'est verrouillé sur sa platine, donc normalement c'est à peu près sécure. Quoi. Ouais, et c'est un peu plus solide, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'en trip, souvent on a besoin de s'arrêter pour aller manger, on n'a pas forcément les yeux sur la moto quand on est au resto, donc ça tranquillise aussi un peu l'esprit finalement de pouvoir avoir un truc où on peut laisser... Et puis surtout sortir les 2 valises, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Ouais. Une fois qu'elles sont harnachées, faut avoir la foi. Ouais. Ça plus le poids.
Donc top case, bon, ça a aussi un coût. Hein. Bon, toi, le tien, ça va, tu l'as vu avec la moto? J'ai vu avec la moto, Ouais. le truc, il a l'âge de la moto. Mais après, c'est pareil, ce genre de choses. Soit vous l'achetez en neuf, je sais pas, ça va coûter, j'en sais rien, peut-être 100-150 euros peut-être. Bah, je pense que ça dépend où tu les prends, mais si tu veux du Gili, truc comme ça, t'es vite dans les 300-400 balles. Ouais, et puis selon le litrage, parce que moi c'est Ouais. un tout petit, c'est un 25 litres, il y en a, ils font 3 fois cette Ouais. capacité-là. Bon, tout dépend de Ouais, chacun fait selon ses besoins. Puis pareil, sur AliExpress, il y a des copies qui sont faites, justement des valises en alu, là, comme on trouve sur les GS, là j'ai oublié la marque, mais je pense que vous allez vous en rappeler. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, c'est cool. Vous pouvez les acheter là. Ouais, et puis et moi, du coup, ben, pareil, j'étais pas du tout équipé sur la Morini, donc là, j'avoue, j'ai fait au moins cher et j'ai acheté un sac de sel, du coup, sur Moto Blues juste avant de partir. Un sac de 30 litres qui sont les sacs étanches qui se roulent là, qui est relativement pratique, même si globalement pour l'arrimer c'est un peu chiant. Donc on a un petit sujet avec Ludo. Moi je suis plutôt adepte des sangles, Ludo plutôt adepte des tendeurs. Donc voilà. En tout cas, moi j'étais pas adepte de la patience. Donc ouais, ce qui est un peu chiant, ça c'est ce côté arrimage. Bon, même si au final t'as un peu la même chose avec les valises, hein, parce que le soir il faut les enlever de la moto et les remonter le lendemain. Ouais, alors après, bizarrement, quand t'as chopé le coup de main, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai fini par vite trouver le pli. Puis moi, par contre, j'ai pas semé mon pactage. Oui, bah alors c'est pas le sac. Le problème c'est pas le sac, c'est le. Du coup, juste avant de partir, on s'est aperçu qu'il y a un camping où on allait. On pensait que on avait loué une tente aménagée entre guillemets. Et on pensait que la literie était fournie. On a dû prendre des sacs de couchage au dernier moment. Et donc du coup, j'ai sanglé mon sac de couchage sur mon sac de sel. Chose qui a été globalement pendant tout le trajet, sauf le moment où Ludo a voulu nous emmener en off-road et sur un chemin un peu qui a un peu secoué, on va dire. Et donc là, en effet, mon sac de couchage s'est fait la malle. Donc Ludo prétend que avec des tendeurs, ça ne serait pas arrivé. De par l'élasticité de la chose. Je suis plus que circonspect, mais néanmoins. J'ai trouvé, parce que du coup j'ai un peu investigué la question, j'ai trouvé une marque qui fait des attaches justement spécialement pour les sacs de sel, qui s'appelle Rockstrap. Je mettrai le lien aussi en description. Et en fait c'est un mix des deux, c'est-à-dire que c'est une sangle, il y a une partie élastique un peu comme un tendeur, et donc tu as à la fois ce côté élastique et à la fois ce côté où tu peux régler la longueur de la sangle. Ouais. À la dimension exacte de ton sac en fait. Ouais, donc je pense que la solution elle est peut-être là, donc pour le prochain je vais regarder, enfin c'est pas donné entre guillemets, je crois que c'est 30 balles la paire de sangles. Dans les équipements à pas oublier, on a parlé tout à l'heure de la tenue de pluie. Alors il y a tenue de pluie et tenue de pluie, c'est-à-dire que on est partis tous les deux avec des pantalons de touring qui sont donnés pour être étanches entre guillemets. Oui, c'est étanche, sauf en cas de énorme averse où ça finit toujours par traverser. C'est la durée en fait qui fait l'étanchéité réelle du vêtement. Une saucée, comme on connaît sur un trajet boulot, on s'en fout honnêtement, ça dure 10 minutes. Ça n'importe quel matos, peu importe le prix, peut faire le taf. Par contre, quand vous faites un road trip, que vous tapez une demi-journée, voire une journée complète de pluie non-stop, croyez-moi que si vous n'avez pas du matériel pointu, et ça passe. On dit pointu, mais en réalité, la solution, c'est juste l'équipement. Ah oui, remarque, oui. C'est la tenue de pluie à 30 balles sur Amazon, façon Kawaii, où vraiment, t'as l'air d'un con, on va pas se mentir. Mais le sac poubelle. Ce qui est hyper important, notamment, c'est le fait que ça fasse bien la jonction entre pantalon et chaussures. Ouais. Parce que moi, j'avais une tenue qui était bien étanche, mais qui, du coup, une fois qu'on a les jambes repliées sur la moto, libère un petit espace entre le pantalon et la chaussure. Et là, ça fait cascade directement dans la chaussure. Et là, c'est l'enfer, parce que du coup, ça finit en aquarium dans les chaussures. Ouais. Et alors là, il n'y a rien de plus désagréable, quoi. Donc, la petite tenue de pluie, dans laquelle on a l'air d'un con, mais qu'on met tranquillement dans le fond du sac en cas de besoin, franchement, indispensable. Bah, pour le coup, ouais, je disais 30 balles sur Amazon, acheté la veille. J'ai vraiment un coup de bol, parce que sur les magasins de moto, je trouve rarement en dessous du double en termes de prix. Et pas forcément plus joli, loin de là. Donc ouais, puis clairement c'est pas le but, hein. De toute façon c'est le truc que tu gardes que pendant le... Non mais bon, si on peut avoir les deux, pourquoi pas, mais ouais. Là clairement j'ai bien compris qu'il fallait faire un parti pris. Moi je regrette pas du tout, pour 30 balles ça a très bien fait le boulot. J'ai pas eu de soucis avec la jonction chaussure. Alors c'est vrai que souvent ils ont tendance à faire un peu court au niveau des longueurs de l'entrejambe. Ils partent sur un standard, je sais pas d'où le sort ce standard, mais vous fassiez du S, du M ou du L, en vrai ça change rien en termes de longueur de jambe. Bon... moi j'ai eu de la chance, pour moi c'était trop court, mais en vrai ça a pas coulé dedans, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça a fait le taf.
Bon, voilà, c'est un peu le point à surveiller sur la tenue de pluie. Et même si votre équipement est étanche, prenez une tenue de pluie en plus. Franchement, ça prend pas de place et ça mange vraiment pas de pain. Et des fois, on est content de l'avoir. La partie kit d'entretien aussi. Et là, c'est un peu lié à une anecdote qu'on a eue pendant le road trip. Bon, évidemment, comme on enchaîne souvent les kilomètres, il est nécessaire de pouvoir regresser sa chaîne à minima une fois pendant le road trip. Donc toi, Ludo, t'avais pris une petite bombe là de graisse. Ouais, que j'ai trouvé chez Lidl. Putain, moi, je suis vraiment c'est mon petit esprit gilet jaune, ça. Efficace et pas cher. J'ai trouvé ça à Lidl. Petite bombe de graisse au lithium. Alors apparemment, c'est pas forcément prévu pour les chaînes de moto. Mais il se trouve que j'avais eu le tuyau par un pote avec qui je faisais du off-road qui avait trouvé ça, je ne sais plus par quel biais, et qui me disait que ça tenait bien justement sur des conditions un peu plus compliquées que du trajet urbain. Très franchement, on en a pour son argent, mais point barre. Hein. C'est pas plus efficace que la graisse de chêne classique qu'on trouve chez Motul et autres revendeurs. En tout cas, lithium ou pas, c'est clair que c'est bien d'en avoir une. Dès qu'il pleut, c'est mort en fait, hein, parce que ça chauffe et donc ça se lie à la flotte et ça finit sur la route. Donc derrière, il faut recommencer. Et on a vu apparaître les points de rouille assez rapidement. Donc n'hésitez pas, prenez-en, vous en aurez toujours besoin. D'autant que les 500 bornes, vous l'aurez compris, on les a largement éclatés. Donc c'est la durée minimale sur laquelle il faut commencer à remettre de la graisse. Ouais. Petite trousse à outils aussi. Oui. Ça mange pas de pain. Et d'autant que les motos récentes sont de moins en moins bien équipées à ce niveau-là. Et nous, on a fait une découverte pendant le trajet. C'est-à-dire que je pense qu'on a ouvert pour la première fois la caisse à outils du Transalp. Alors, c'était la minute Indiana Jones. Je me suis senti tel... Je pense qu'on a respiré de l'air de tel 1990. l'arche perdue. J'ai ouvert le petit compartiment qui n'a pas dû voir la lumière depuis 32 ans. J'ai sorti un sac complètement éclaté avec des outils d'époque. Et vraiment, là, j'étais dans mon moment archéologie. Bon, certes, c'est sympa, d'apport d'Onda, mais honnêtement, il n'y avait pas de quoi non plus... Ouais. Ça dispense pas de faire une petite trousse à outils avec un cliquet, une pince, 3 tournevis. Moi, j'ai pris petit tournevis avec plusieurs embouts qui font cliquer, d'ailleurs. Pareil, la petite pompe Xiaomi, ça peut être pas mal si vous en avez une. Ça coûte 30 balles, je crois. Ça se met sur... Il y a une petite batterie intégrée. Pour gonfler ses pneus de temps à autre, ça suffit. Ça prend pas de place, surtout. Et oui, après clé à laine, et c'est tout, quoi. Vraiment, ça suffit. Ou peut-être le petit cornet pour remettre de l'huile. N'est-ce pas? Car de l'huile, il en faut. Quand on roule en Transalp, c'est malheureusement pas une... Alors, disons qu'au bout de 32 ans et presque toutes ses dents, forcément, mamie a des fuites. Je pense que surtout mamie a des fuites au niveau des segments, je pense. Donc, elle m'a bouffé de l'huile plus que de raison. Donc là, on était à un peu plus du litre les 1000 bornes. Il y en a qui diront c'est pas si pire. Là, Ouais, ça commence à être un peu sur surtout demande d'intervention. Vu l'odeur qu'il y avait pour ceux de derrière, croyez-moi que c'était pas très Euro 5 tout ça. Et surtout qu'on s'est retrouvé avec un moment de panique en Andorre un dimanche dans le parking de l'hôtel avec la jauge sèche. Heureusement qu'à l'accueil, ils nous ont trouvé l'adresse de Motocad, que vous connaissez certainement, les revendeurs espagnols et l'équivalent Motoblues, qui avait un énorme shop à 800 mètres de là, un coup de bol pas possible, ouvert un dimanche. Pourvu en huile, donc j'ai fait ça sur le parking de Motocad un dimanche avec un prospectus en guise de cornet. T'inquiète pas, j'ai des images du dos, je les mettrai c'est pépite. En surimpression. Et elle est repartie, mamie, et ça c'est beau. C'est relevé comme si de rien n'était après avoir tourné sans huile pendant on sait pas combien de temps au final parce que on l'a découvert un matin. C'était une toute petite flaque au fond, j'ai vu ça à la lumière du téléphone. Franchement, merci Honda. Faire des produits sérieux. Voilà. Donc voilà, bidon d'huile, hein, si vous roulez en ancienne notamment, ça mange pas de pain, même si vous avez la place, que vous soyez en ancienne ou en moto récente, hein, c'est jamais complètement ça peut être une surprise. Inutile. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sujet qui fâche, c'est l'intercom. Ouais, on a investi dans des intercoms avec Ludo, parce que du coup, c'est vrai que rouler à deux et pas pouvoir se parler, des fois c'est chiant, notamment pour la partie navigation, où quand on improvise une route, une autre, c'est vrai que c'est toujours cool de pouvoir se parler sans avoir besoin de s'arrêter tous les 5 minutes. C'est surtout que sur un trajet de 4-5 heures, à un moment donné, même si on est bien seul dans sa tête, des fois on a envie de lâcher du lest. Ouais. Hein. Donc il faut... allez-y, c'est vraiment sympa. Bon, manque de bol. Nous, on avait investi spécialement pour ce trip dans une paire d'intercoms. Alors, c'est vrai que l'intercom, franchement, faut qu'on en parle. Parce que honnêtement, c'est
vraiment hors de prix, quoi. C'est-à-dire que balancer, si on prend un modèle les Senna, ouais. Cardo, Senna, pour pas les citer, les modèles un peu haut de gamme, entre guillemets, on a pour 400 balles le machin qui est en fait jamais plus qu'une oreille Bluetooth, qui va servir 2 fois par an. Et franchement, ça fait mal au derche, quoi. Donc nous on s'est dit, on va essayer de trouver moins cher. Donc au début on a regardé l'occasion, on n'a pas eu grand chose en occasion, en tout cas les prix n'étaient pas forcément hyper intéressants. Et en fait on est tombé chez Moto Blues sur un intercom qui s'appelle le DX1, je crois. Le D1 ou D1, je sais D1, plus, de chez DXR, donc la marque Moto Blues. Ouais, ils font un truc, en gros, on en a eu pour 150 balles la paire. Clairement. C'est pas des trucs hyper haut de gamme, et je pense que ça va bien pour parler à deux, mais pas forcément si vous êtes un groupe de motards à 10 motards. Honnêtement, partez plutôt sur un truc chez Cardo ou chez Senna. Mais là, en fait, c'est, on va dire, un kit Bluetooth amélioré qui permet de s'entendre. Et c'est vrai qu'à deux, ça avait fait le taf. On l'avait testé 2-3 fois. À Toulouse ici, c'est vrai que ça marche bien, mais la qualité sonore n'est pas, on va dire, suffisamment pointue pour discuter correctement, passer 80 km/h. C'est un peu talkie-walkie, quoi. Ouais, c'est un peu, voilà, ça fait vraiment qualité sonore de talkie. Et pour être honnête, j'ai jamais testé, je sais pas si toi Ludo, mais j'ai jamais testé ni de Senna ni de Cardo. Je sais pas si c'est beaucoup mieux d'ailleurs sur des intercoms plus haut de gamme. Il faut que je demande à mes parents parce qu'ils en ont un. Ouais, on les fera intervenir dans le prochain. Ils m'ont dit qu'ils en étaient très contents. Et donc du coup, cette histoire d'intercom, en fait, l'intercom, celui de Ludo, a lâché le matin où on devait partir finalement. Exactement. Il a plus voulu s'allumer. Comme un bon élève bien éduqué, je l'avais mis à charger la nuit. Donc on a bien vu la lumière s'allumer pour le témoin de charge. Je l'ai récupéré le lendemain, il n'y a plus rien qui s'allumait. Du coup, un peu dégoûté parce que là on partait pour 1000 bornes et franchement, pas avoir l'intercom pour. Donc on a fait 100, c'est pas grave. On a pu se débrouiller. Bon, finalement, le SAV Moto Blues, quand même, kudos au SAV Moto Blues qui a quand même été hyper réactif. Ouais, honnêtement, ils ont été sympas parce que ça partait mal au début parce que c'était, alors vous comprenez, il faut renvoyer les 2 intercoms, il faut qu'on l'envoie au constructeur. Avec les oreillettes et tout, il fallait tout démonter dans le casque. Donc moi, j'ai installé dans mon casque, tout est nickel, les fils sont passés et en gros, le mien marche. Donc ça me faisait un peu suer de renvoyer tout le truc, enfin en tout cas de le démonter. Non, mais surtout, quid du délai, quoi, parce que vu leur process, que je peux comprendre, pour l'utilisateur derrière, c'est mais pendant ce temps-là, je fais comment parce que... et au final, tu l'as renvoyé quand tu l'as renvoyé cette semaine. Ouais. Moi, j'ai reçu le mail comme qu'il l'avait reçu jeudi. Ils ont envoyé un colis, alors qu'on n'a pas encore ouvert. Il arrive aujourd'hui chez moi, je suis pas encore rentré. C'est le même, il s'allume toujours pas, ils ont même pas touché. En tout cas, il l'a envoyé en chrono 24 heures, donc il est arrivé. Donc voilà, honnêtement, SAV Moto Blues. Oui, puis encore une fois, on disait pour le prix. Oui, on savait qu'on prenait pas un truc. Non, puis globalement, les avis sont quand même très, très favorables par rapport à ça, parce que je pense que les gens ont quand même compris qu'on n'est pas non plus sur du Dolby Surround True HD DTMX. Honnêtement, ça suffit pour discuter. Si on veut mieux, on met plus cher, ça c'est universel. Ouais. Et bon, j'avoue que franchement, moi, psychologiquement, mettre 400 balles dans un kit Bluetooth, ça me fait mal au cœur. Non. Ouais, non. C'est pas gilet jaune. S'il y a des gens dans l'assemblée là qui veulent ubériser le secteur des intercoms, franchement, faites-le parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça vaut aussi cher. Mais bon, ce sera un débat pour une autre émission. Oui. La portée aussi, parce qu'on va pas se mentir, par rapport aux 500 mètres annoncés, je crois. Ouais, ça c'est sûr. En plus, c'est 500 mètres théoriques dans un environnement totalement dégagé. Donc, pour le coup, dès qu'il y a un virage. C'est ça. Oui, mais le problème, c'est que ça a fait scandale, notamment dans l'autonomie il y a pas longtemps, où on disait l'autonomie annoncée par le constructeur n'a rien à voir avec la réalité. Enfin, on découvrait la Lune. Parce que, ils n'utilisaient pas des conditions réelles. Ouais. Là, je suis désolé, ils devraient faire pareil et dire c'est pas 500 mètres, pas du tout. Honnêtement, je crois que si on passait les 150 mètres, ça commençait déjà. Si. Non, mais si. Quand il y avait du dévers et des virages. Je suis désolé. Mais c'est du Bluetooth. Donc en fait, effectivement, dès que tu ne vois plus, ça marche plus. En fait, parce que du coup, les ondes sont quand tu as un virage en montagne, par exemple, les ondes sont coupées par la montagne. Mais en vrai, quand tu es en ligne droite, je pense 200-300 mètres, ça allait. Non, franchement, ça passait. Parce que quand on était à 4 motos, que j'étais devant et que toi, tu étais tout au fond, on était à plus de 150 mètres. Et franchement ça fonctionnait. Mais par contre c'est vrai que c'est pas incroyable quoi. Alors après les autres marques ont des technologies de radiofréquence qui sont apparemment beaucoup plus de portée. Là ils parlent de kilomètres. À voir, franchement j'ai pas testé mais bon là c'est sûr que là nous ce qu'on a c'est juste un kit Bluetooth amélioré quoi. Donc, ok, donc ça c'était la petite partie sur nos retour d'expérience, ou en tout cas les conseils qu'on peut donner pour préparer un road trip. On va peut-être passer à notre top des motos, qui est quand même la raison pour laquelle on est là, Ludo, à la base. Tu veux faire un petit disclaimer peut-être ? Alors, petit disclaimer pour tous ceux qui vont sauter au plafond, parce que forcément, leur moto, notre moto,
est toujours la meilleure et la plus pertinente pour partir en voyage? Je vous réponds tout de suite, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir avec ce que vous voulez pour faire un road trip. Maintenant, quand on décortique un petit peu le sujet, il y a quand même plein de paramètres qui rentrent en compte, que ce soit en termes de confort, en termes de trajet, de type de machine. Eh bien, derrière, il y a des choix à faire. Et on s'aperçoit que c'est pas si évident et que justement, les constructeurs se sont pas emmerdés pour rien à créer plein de motos différentes. Et donc, certaines se prêtent plus à tel ou tel road trip. Donc le classement qu'on va vous donner, en tout cas le top qu'on va vous donner, il n'engage que nous. Et oui, on veut pas des problèmes. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas de problème, mais d'ailleurs, si vous avez des motos que vous estimez qui méritent de rentrer dans ce top, bah, vous les mettez en commentaire sur YouTube. Oui. Et puis nous, on viendra en débattre avec joie. Mm. Et puis les gens de la commu aussi, n'est-ce pas? Oui. On va peut-être commencer, Ludo, et je vais te laisser la parole sur, en gros, qu'est-ce qui fait une bonne moto de road trip, on va dire, dans les caractéristiques générales. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des choses qui font qu'une moto est bonne pour le road trip? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises motos. Je pense que c'est avant tout des rencontres, des gens qui nous ont tendu la main à un moment où... Alors, une bonne moto, c'est plusieurs paramètres. Déjà, en termes de sécurité, on va commencer par la base. Moi, pour avoir fait donc, le road trip avec une Transalp de 32 ans, je peux vous dire qu'il y a eu quand même quelques limites qui m'ont fait un petit peu froid dans le dos dans certains cas, notamment en termes de freinage. L'ABS, c'est pas un luxe, c'est non seulement un confort, mais une nécessité. Ouais, en plus, si c'est devenu obligatoire, c'est qu'il y a une raison. Quoi. Voilà, et en tant qu'essayeur YouTube, et avec plus de 200 motos au compteur, je peux vous dire, sans mesquinerie ni mauvais esprit, c'est pas juste une question de talent, c'est une question de sécurité. Donc ABS, foncez, vraiment, prenez, si vous pouvez. En deuxième point que j'ai relevé, important, les pare-mains. Les pare-mains parce que selon l'endroit où vous allez avoir de l'altitude, vous allez avoir donc du changement de température, vous allez avoir des endroits où c'est venteux, où c'est pluvieux, voire les deux en même temps. Et les extrémités, on le sait tous, c'est ce qui prend le plus cher en termes d'isolation thermique. Et des pare-mains, c'est tout con, mais ça vous sauve bien, j'allais dire la vie, enfin, c'est surtout que ça vous fatiguera beaucoup moins. Parce que les mains mouillées, ça fatigue. Des mains froides, ça fatigue. On perd la sensation un petit peu, donc en termes de précision sur les changements de vitesse, voire freinage. Ouais, ça peut devenir dangereux en plus. Hein. Ben voilà, c'est pas que du luxe, c'est vraiment du confort, voire même de la sécurité, j'ose le dire. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Autre critère pour faire un lien avec l'intercom dont on parlait ultérieurement, c'était la bulle. Oui, c'est moche. Une bulle, c'est dégueulasse. Ça casse le style d'une moto, mais on en parle dans 1000 km. Moi, je suis le premier à dire que c'est moche. Et pour le coup, avec l'intercom, on n'entendait rien passer 80-90 km/h. Et puis avec mon casque Adventure Explorer machin chouette, avec la petite casquette qui va bien, à un moment donné, il y a les cervicales qui trinquent. Et à la fin, on est épuisé, on a envie d'une chose, c'est d'arriver. Et c'est dommage parce qu'il suffit de ce petit truc pour tout changer. Ouais, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est vrai que sur la longueur, quand on enchaîne des journées, bon, finalement, la bulle... en vrai, le style, des fois... Et une bulle suffisamment haute, quoi. Parce que moi, j'ai le problème notamment sur la Morini où j'ai encore la bulle d'origine, et en fait, elle doit faire genre 3 cm trop courte. Et en fait, c'est suffisant pour dévier le vent pile sur le haut de mon casque. Et en fait, c'est pire que mieux, parce qu'en gros, ça crée des turbulences et du bruit dans le casque. Alors que finalement, il n'y aurait pas de bulle, peut-être que ce serait limite mieux, quoi. Donc il faut vraiment une bulle adaptée aussi pour le voyage. C'est vrai que les bulles, les façons pare-brise, là, c'est pas, après, c'est pas difficile. pour tous les connaisseurs, il y a la petite pince. La petite pince avec le surbéquet. Ouais, mais franchement, peut-être que je vais tester ça. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais. Mais ouais, non, on sous-estime l'importance des bulles. On parlait de la bagagerie aussi. Ouais, bon, on a traité un peu le sujet. Ouais, la bagagerie, important. À calibrer en fonction du volume de ce que vous voulez amener. Repensez-y à deux fois vos valises, parce que parfois on a tendance à vouloir en prendre trop. Ouais, clairement. Faites aussi un bilan de vos expériences passées, parce que des fois on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on a négligées, ou au contraire des choses qu'on a surévaluées. Notamment en termes de change, parfois tu prends 2 pulls, 3 pulls, alors qu'en vrai... Ou trousse de toilette aussi, qui est typiquement le genre de truc qui prend vraiment de la place quand t'embarques la trousse de toilette à maman dans le sac, là. Ouais. Alors qu'une brosse à dents, un dentifrice, un gel douche, et voilà. Ouais, puis surtout il y a toujours moyen de bricoler sur place, c'est pas un souci. Il vaut mieux voyager léger et confort, et surtout pour la moto, parce que la moto, moi je peux vous dire, du haut de ses 50 chevaux et ses 200 et quelques kilos, moins il y en avait, mieux je me portais, et elle aussi. Hein, surtout quand on était en montagne, c'est vrai que... Ouais, ça lui fait mal aux dents.
On a aussi le confort pur. Ouais. Ça, je pense que tu peux en parler parce que on a eu deux aspects assez différents, je pense. Toi avec le côté moderne et moi avec le côté ancien. Ouais, c'est surtout la différence. Enfin, je sais pas si c'est le Transalp qui est une exception ou pas, mais en tout cas, la salle, c'est un vrai canapé, quoi. Tu t'assois dedans, Alors, tu t'enfonces. je tiens à préciser le propos. Vous vous rappelez du canapé de mamie qui est moche comme jamais, mais qui est profond comme un Que quand tu rentres dedans, tu Comme peux un plus jamais lac. en sortir. abyssal, c'est-à-dire que tu t'assois dedans, tu peux jamais repartir de là. Bah là, c'est pareil, c'est vraiment trop mou. Donc, pour le coup, appréciable honnêtement, ouais, sur le. Ouais, sur longue durée. Après, c'est sûr qu'en termes d'agilité, derrière, on y perd un petit peu, mais honnêtement, sur les bornes, ouais, j'étais content d'avoir mon vieux canapé d'il y a 32 ans. Ouais, alors que moi, du coup, sur la Morini, c'est vrai que la selle est tout de suite beaucoup plus ferme. Et c'est les standards actuels, hein. Ouais. Pour avoir essayé plein de motos, puisqu'on en essaye, les standards aujourd'hui, c'est la fermeté. Et c'est vrai que bon, sur la longueur, ça fait un peu mal au derche, quoi. Ça fait un peu mal au derche. Alors, il existe soit les selles, bon, les Baxter et autres que vous connaissez. Après, il y a pas mal de petits selliers, dont moi j'en connais personnellement des très bons, qui vont jouer justement sur les structures de base de la selle, dépioter un peu les revêtements et y ajouter des éléments de confort. Donc, soit Ouais, ne des serait-ce qu'en changeant les mousses, en mettant Voilà. des mousses de meilleure qualité, les Bultex et compagnie. Voilà, Bultex ou gel, ou des fois ils mélangent les technologies, et surtout les revêtements derrière, ils vont jouer sur le côté Alcantara, côté un peu plus plastique, Sky, etc. Donc vous gagnez en style, vous gagnez en confort, et ouais, ça joue aussi sur les bornes. Il y a un truc qu'on n'a pas noté, je voulais le préciser, pour les plus fragiles d'entre nous, là, en termes de lombaire, Les fragiles, on vous voit. ouais, on vous voit, mais on vous comprend, parce que moi ça m'est arrivé, la petite ceinture de maintien lombaire, pareil, ça vous en avez aussi chez Lidl, je crois que j'ai payé ça 5 euros. Vous le mettez, c'est un strap. Alors certes, du coup, ça fait un peu transpirer, hein, forcément sur les kilomètres, mais ça vous maintient vraiment. Ça évite de vous tasser sur la selle et donc de vous massacrer le dos. Ouais. Et ça, je dis merci. Pour 5 balles, ça vous sauve la vie. J'ai dit oui. Et puis bon, dernier item, on avait mis le régulateur. Alors on n'est ni équipé, ni toi, ni moi. Mais c'est vrai que sur les longues routes d'Espagne, là, franchement, j'en ai rêvé du régulateur. C'est pour ça qu'on les voit beaucoup sur les motos modernes aujourd'hui, Ouais. justement orientées soit Power Cruiser ou GT Touring, etc. Maintenant, c'est équipé. C'est quand même très pratique. Ça évite les fourmis dans la main, parce que moi, j'en ai eu beaucoup, je sais Ouais. pas toi, mais à un moment donné, quand tu fais ça toutes les 50 bornes, parce que tu sens plus ton petit doigt pour commencer, hein. Voilà. Ouais, tu perds en feeling, tu fatigues, c'est des éléments qui rajoutent à la fatigue, et donc fatigue égale danger, bref, toujours la même Donc spirale. ça, on va dire que c'est valable que sur les grandes nationales ou les autoroutes. Mais c'est vrai que des fois, c'est incontournable, hein. Quand on veut se rendre sur un endroit, on est obligé de passer par l'autoroute. Et c'est ce qui nous est arrivé, parce qu'il n'y Et avait c'est pas ce que qui du nous est beau, arrivé, à un moment donné, il faut aussi composer avec ce qu'on a sur la Ouais. carte. Et là, j'avoue que, ouais, franchement, le petit régulateur, j'en ai rêvé. Ça fait plaisir. Il y avait aussi un point à prendre en compte, et on revient sur la petite anecdote qu'on a commencé tout à l'heure, c'est est-ce que sur le trajet ça va être de la route, ou est-ce qu'il y a une petite partie de off-road ou du chemin toujours, parce que ça c'est aussi un aspect à prendre en compte. Oui. Notamment toi, Ludo, qui est parti avec des pneus... Absolument pas adapté à un road trip de 1200, 1100 bornes. En fait, il faut savoir que cette Transalp qui est équipée donc de crash bar, etc., était équipée pour faire du trail vintage, quoi. Et donc dessus, j'ai décidé de mettre des TKC 80, donc qui sont, comme son nom l'indique, à 80%. Prévu off-road, donc une gomme plutôt tendre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout avec des crampons bien des gros prononcés. on va des dire. gros crampons, donc qui sont extrêmement bruyants à haute vitesse, avec un feeling un peu particulier dans les virages. Donc c'est pas, on va dire, la souplesse incarnée. Et étonnamment, ils ont fait le taf, et par tous les temps. Ouais. Mais voilà, bon, c'est l'exception, hein, donc faites pas ça, parce que moi j'ai eu la flemme. Non, mais tu vois, pour le coup, là, on a fait une petite section. Alors, on n'a pas non plus été dans les off-road méga engagés, mais en tout cas, on a fait quoi, ça a duré une demi-heure peut-être, vraiment de chemin où il y avait du caillou, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai serré les fesses sur la Morini. Bon, déjà, parce que j'ai pas les crash bars. Ouais. 2, c'est les Pirelli Scorpion STR là, qui n'ont de off-road que le look, hein, parce que du coup, c'est pas forcément le pneu qui va vous sauver la vie en off-road. Et franchement, ouais, j'ai vraiment serré les fesses, quoi. Donc finalement, si vous savez que vous allez faire du off-road, ça vaut peut-être le coup de partir sur un pneu un peu plus justement mixte comme le tien. Ouais, alors l'entre-deux, c'est quand même, parce que je les ai aussi sur la Fantique, c'est les Michelin, les Anaki Wild. Ouais. Pour ceux qui veulent faire du tout-terrain, attention, hein, je dis pas pour les autres qui veulent faire du GT, de la route principalement, qui sont, je trouve, relativement polyvalents pour de la route, même s'ils sont donnés pour du 50-50, je les crois. 50-50, je les crois vraiment, Ouais. parce qu'ils sont
un peu bruyants, mais ils sont quand même beaucoup moins extrêmes que les TKC 80. Alors extrêmes, il y en a qui vont dire ouais, il y a les Mitas, il y a les machins, les bidules. Ouais, enfin 1200 bandes avec des TKC 80, frère, tu pleures quoi. Donc ouais, mélanger un peu les deux. Et c'est vrai que là sur la portion caillouteuse, moi j'y suis allé plein faire dedans, rien à faire. Ça. Après les cailloux, ça reste les cailloux en off-road. Bon pneu ou pas, quand vous avez une petite dérive parce que vous avez ripé, bah c'est pas non plus, voilà, c'est pas des chenilles quoi. Mais ouais, les pneus, choisissez bien. Donc, par contre, super pour le reste du trajet, tes pneus. C'est pour ça qu'ils les mettent d'ailleurs sur. Maintenant, j'ai l'impression 80% de la production. Sur route, les Scorpions STR, là, franchement, ils font largement le taf. Ils ont un look plutôt sympa. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils les mettent beaucoup partout. Ouais. Mais ils ont un bon grip. Sous la pluie, je sais pas, je t'ai vu glisser une fois ou deux, peut-être, non Non, enfin sur des lignes blanches. Ouais, lignes blanches. On s'est vraiment bien fait peur sur certaines lignes blanches en Espagne. Là, je sais pas ce qu'elles ont, les lignes blanches là-bas, mais elles sont beaucoup plus glissantes qu'ici. Je pense qu'il y a 2-3 couches de. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ils ont dû repasser quelques fois. N'est-ce pas? Mais non, franchement, ils m'ont jamais surpris, même sous la pluie. Franchement, ouais. Pour du pneu, on va dire, routier, look off-road, c'est clair que ça fait largement le taf. Ça fait le taf. Donc pensez aux pneus, pensez à les gonfler correctement aussi, surtout, par rapport au poids, parce que quand vous chargez une moto, ça change aussi beaucoup la donne. Et puis, bah, écoutez, Bah, s'il y a du off-road, bah, protection, hein, comme Ludo le disait, on en a parlé, un crash bar, sabot aussi. Ah oui, alors ouais, surtout pour les plus enthousiastes là, qui descendent les trottoirs, qu'ils estiment tout à fait réglementaires. Non, des fois il y a des trucs pas humains et moi j'ai déjà bousillé une ligne comme ça pour avoir écrasé le tube sur un descente de trottoir, un truc tout bête quoi. Ouais, des fois, voilà, sabot, ça mange pas de pain. Protection de radiateur aussi, la petite grille là. Franchement, on trouve ça pour 20 balles sur Amazon. Ouais. Et puis ça peut sauver d'un gros caillou. Vous allez voir votre premier radiateur à changer, vous allez comprendre, c'est extrêmement cher. Donc ouais, l'équipement, s'il y a du off-road, c'est des choses qui doivent s'anticiper. Et là, j'avoue que nous, on s'est un peu laissé surprendre du guillemets. On était volontaires, hein, parce qu'on y a été, on a trouvé un chemin, on s'est dit vas-y, on y va. Mais bon, à la réflexion, c'est vrai que, en tout cas pour moi, une petite paire de crash bar, ça aurait pas mangé de pain. Un autre aspect du coup à prendre en compte et qui est important finalement dans la préparation de ces road trips, c'est un peu le budget. Si vous êtes équipé en moto, bon la question se pose pas, mais en tout cas si vous devez acheter une machine pour le road trip, nous une chose qu'on se dit, et c'est un peu lié à ton retour d'expérience Ludo par rapport au voyage que tu as fait avec la Transalp, c'est finalement une moto d'occasion des fois c'est amplement suffisant. Ouais, alors j'ai peut-être poussé le concept à son extrême, n'est-ce pas? Parce que moi je suis parti avec une bécane qui m'a coûté 1 300 €. Honda Transalp, réputé, éprouvé et comment dire, et même porté par certains grands youtubeurs, n'est-ce pas? Parce que effectivement c'est un peu le chameau d'il y a 30 ans et je vous confirme, elle m'a amené du point A jusqu'au point B sans panne majeure. Il y a eu des soucis, effectivement, comme j'expliquais, elle a commencé à me bouffer de l'huile parce que bon, elle a 32 ans. Une petite montée en température du CDI, donc j'ai eu quelques coupures à l'allumage à l'arrivée, mais vraiment à l'arrivée, puis ça s'est arrêté au bout d'un quart d'heure. Donc ça fait partie du plaisir, on va dire. C'est ça, donc vraiment la réponse à est-ce qu'il faut mettre la main à la poche pour faire un road trip de qualité? Non. Encore une fois, pour 1300 balles et de l'entretien facile et pas cher, j'ai eu un immense plaisir. Ça a rempli 80% de mon cahier des charges. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est pas parce que si tu avais eu une moto achetée il y a 6 mois, elle aurait pas forcément fait. Alors, oui et non. Disons qu'en termes de puissance, c'est vrai que je dirais que ça suffit amplement parce qu'aujourd'hui, avec les permis A2, il y a quand même maintenant beaucoup plus de petites cylindrées avec des puissances modestes qui sont sur le marché et qui finalement font largement le taf, surtout pour les A80, puisque le road trip, c'est pas les autoroutes à 130, pardon. Donc, je dirais que sur cet aspect-là, je me pose même pas la question. Par contre, en termes de technicité et d'évolution sur les parties cycles, je vois notamment la différence avec la tienne. Moi, c'est un chamallow, elle est très molle. Dès qu'on est dans les sinueux, on sent que ça saucissonne un peu. Le freinage, il y a eu quelques petits freinages d'urgence. Je m'étais dit, bon là, avec un ABS, je pense que j'aurais fait une trace de moins au fond du slip. Mais c'est tout. C'était pas rédhibitoire. Ouais, t'aurais pas pris moins de plaisir, plus de plaisir ou moins de plaisir. Je regrette pas mon modeste investissement et ce sera à refaire, je le referai sans hésiter. Donc en gros, il y a un peu deux écoles. Il y a les motos neuves ou récentes où finalement on bénéficie un peu de toutes ces évolutions technologiques, de parties cycles un peu plus pointues. Oui,
Les paquebots, quoi, on va dire, ouais, les supercroiseurs. qui sont peut-être aussi des fois paradoxalement un peu moins fiables parce que plus d'électronique, plus de panne potentielle, alors que finalement, quand on prend l'exemple de la Transalp... ah oui, là on a pu tout faire sur ouais. le bord de la route, on a remis un peu d'huile, la surchauffe c'est pas grave, on a un CDI de rap parce qu'elles sont connues pour ça, et qu'en aftermarket ça coûte pas grand chose, et puis surtout on laisse refroidir, elle est repartie, donc c'est une mécanique qui est rudimentaire. L'électronique, il n'y a pas grand chose, et c'est vrai qu'à part la prise USB, bon c'est vrai que quand elle prend l'eau, attends, ça déconne, enfin, c'est le seul truc technologique de la moto que j'ai rajouté en aftermarket. Donc il y a aussi un peu de finalement quelques trucs sympas à trouver en occasion, parce que comme tu le dis, c'est moins cher, plus facile d'entretien, enfin, on en a déjà parlé sur les motos vintage, vous retrouverez l'épisode. On peut tout faire avec ça. Ouais. Donc non, franchement, pour trouver mieux pour ce prix-là, je vous laisse en commentaire faire la proposition, je vois pas, vraiment. Ouais. D'ailleurs, ça permet finalement d'embrayer sur notre top des motos, hein. Et clairement, la première qu'on a mis dans le top, c'est la Transalp, juste par retour d'expérience, parce que... Alors, sur la rubrique, low cost, en tout cas. Oui, ouais. En tout cas, alors, là, l'idée, c'est de faire un top, de vous donner, nous, des motos, alors il n'est pas du tout exhaustif, mais en tout cas c'est des motos qui pour nous sont faites pour le voyage et vous permettent finalement d'envisager des road trips. Selon votre approche. Voilà. Et on a différents typologies de motos, et là en effet la Transalp c'est plutôt on va dire l'approche low cost, en tout cas budget limité. Voilà. Budget limité, on a quelque chose de fiable qui coûte, bon certes la cote a pas mal monté là, ces dernières années, pour différentes raisons, et notamment la hype des vintage en moto. Maintenant c'est comme les bagnoles, c'est pareil. Surtout que la Transalp c'était encore l'argument économique face à l'Africa Twin qui était déjà hors de prix en vintage. Mais on reste en dessous de 2000 balles, on arrive à trouver des trucs tout à fait potables et surtout entretenus. L'entretien, j'en parlais, c'est pas cher, quoi. Moi je mets de l'huile Leclerc dedans. Ça coûte, je sais plus, je crois que c'est 6 balles les 2 litres. Roule ma poule, hein, franchement, pas de soucis. C'est la moto de fin du monde. La moto, c'est clair, le monde s'écroule, je prends ça. Ma Fantique, elle reste au garage, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Il n'y a pas d'électronique, donc ça se répare assez facilement, avec quelques outils rudimentaires, n'importe quel garage, je pense. Voilà, ils seront pas perdus, quoi. Ça devrait aller. La conso, étonnamment, elle est plutôt correcte, je crois que c'est 5 litres. Ouais. 5 litres, pourtant elle était chargée, quoi, donc moi je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Alors certes, aujourd'hui on peut aller à 4 litres pour les motos modernes. Un litre près, les gars, 1300 balles, j'ai envie de dire, on s'en tape. Ouais, non, c'est clair. Et oui, non, c'est tout. Et puis, bon, par contre, c'est vrai, comme je disais, ça manque un peu de watts, c'est pas la partie cycle la plus rigoureuse de par ses 32 ans, mais en tout cas... Pour autant, ça paraît quand même d'envisager un peu tout terrain. Ouais, moi, elle le fait, j'en ai fait régulièrement. Ça encaisse sans trop broncher. Donc voilà, Honda et ça repart, comme dirait l'autre. C'est ça. Donc pour ceux qui ont un budget limité, franchement, la Transalp, tamponnée rev'd up. Ouais, il y a eu plein de versions, il y a eu 4 versions, il y a eu la 600, 650, 700 et 750 aujourd'hui. Avec monodisque, avec double disque à l'avant, parce que c'est vrai que c'est un peu le défaut, c'est le freinage. Vous avez du choix, dans tous les cas. Pour continuer sur le retour d'expérience, moi j'ai mis aussi la X-Cape de chez Moto Morini, hein, parce que du coup vous l'avez compris, moi c'est la moto avec laquelle j'ai fait ce road trip. C'est un trail du coup moderne, hein, parce que... Mais que t'avais acheté quand même pour ça à la base, ton idée de deuxième moto, c'était quand même... C'est ça. Ouais, parce qu'un première moto, du coup, c'est une Vitpilène 701, donc un truc qui n'est pas nécessairement fait pour faire beaucoup de route, qui a une position de conduite qui n'est pas forcément très adaptée au road trip, là, pour le coup, et un confort encore moins. Pas du tout. Et du coup, j'avais pris, donc, chercher un trail, au début d'un trail en occasion, ah oui. Semi-moderne, on va dire, chercher un truc de moins de 10 ans, on va dire, mais du coup, bon, pareil, j'avais pas forcément trouvé chaussure à mon pied. Et là, finalement, Moto Morini, donc, qui renaît sous pavillon chinois, on va dire, et qui nous sort un trail donc, qui s'appelle la X-Cape 650, qui est un trail mid-size, qui est basé sur une plateforme moteur Kawa, hein, c'est le 650 Kawa là, qu'on voit partout, oui, qui est refait à toutes les sauces par les Chinois. Et franchement qui là a confirmé la bonne opinion que j'en avais jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'est une moto qui a fait clairement le taf sur ces 1200 bornes, qui est à la fois confortable entre guillemets. Alors je mets quand même un petit bémol, c'est que moi je fais 1m87,
J'ai les jambes assez longues et du coup c'est vrai que moi la position, enfin ça me flingue vite les genoux, le fait d'avoir les jambes assez repliées, donc peut-être une selle un peu plus haute. Malheureusement ça n'existe pas, mais peut-être que ça peut se faire chez les selliers, ce serait plus pratique. Mais sinon à côté de ça, franchement, côté suspension, rien à redire. Conso 4 litres là sur le trajet, donc chargé, enfin on était quand même assez chargé, donc franchement rien à redire aussi. Donc ça fait une autonomie qui est quand même assez conséquente, parce que du coup on a passé les 300 là. Je pense qu'on doit être à 330-340 bornes d'autonomie, donc ça permet quand même d'envisager des longues comment dire, Distance, étapes hein. sans avoir tout besoin de passer à la pompe toutes les 2 heures. Non, puis les gens se sont. Alors que moi qui étais derrière, je te confirme que beaucoup de gens sont retournés dessus parce Ouais, qu'elle a vraiment une sacrée gueule. Elle plaît bien. Enfin, moi, c'est aussi un des aspects qui m'avait séduit sur cette moto, c'est que vraiment, côté look, ils ont fait un truc Italien, vraiment, ouais. pour le coup, Ouais. pas chinois du tout, italien. Et c'est réussi. Et d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui est venu de poser la question, dire alors, Morini, c'est Ouais. bien, franchement, c'est chouette. Moi, j'ai pensé à une Africa, etc. Donc, ça suscite enfin l'intérêt. Ouais. Bah, surtout quand on le rapporte à son prix, parce que du coup, le prix, en gros, là, c'est entre 7000 et 7500. Donc les prix, au gré des promos, ça varie, mais du coup, pour moi, je crois que c'était 7003, la version avec les roues à rayons. Et donc, quand on voit l'équipement et le rapport prix-prestation, franchement, je peux que recommander cette moto-là. Bon, j'ai pas un retour de 3 ans ou 4 ans sur la fiabilité, mais par contre, Oui, elle a pas branché clairement, sur elle a les vraiment deux, pas ouais. branché. Ouais. Donc, franchement, pas de soucis. Si jamais vous cherchez un trail moderne, pas trop cher, bah, franchement, allez-y sans souci. Alors après, tu parlais justement, à juste titre, de cette génération intermédiaire entre le vintage comme moi, donc à carbu, technologie zéro, et on va dire les prémices de la modernité. Donc moi, je pensais notamment à la V-Strom 650, une moto que je connais très bien, puisque mon père en avait une après la Transal, qu'il a eu lui aussi. Donc les premiers moteurs à injection, donc toujours un V-Twin, et ça, Dieu sait que c'est en voie de disparition. Donc on a un caractère moteur qui est vraiment génial. On a de vraies sensations, pourtant on a quoi, 70 chevaux. Une moto ultra polyvalente, ultra fiable, qui consomme rien, qui se trouve en abondance, comme la Transalp. Pour moi, c'est la Néo Transalp en fait. Et surtout, on a de l'injection. Je sais pas s'il y avait un ABS dessus. Je crois que si, sur les versions à passer 2013, je pense qu'il devait y avoir un ABS. Ouais, de toute façon, je crois que c'est devenu obligatoire en 2012 Ouais. l'ABS. Voilà. Donc, je veux dire, voilà, si vous voulez une moto un peu de caractère, je pense en termes de moteur, mais polyvalente et pour faire du road trip, prenez ça, vraiment. Autour de 2000 balles, vous en avez une. 2000-2005 après, hein, je pense, selon les régions, hein, vous savez, la cote s'envole. Donc, non, là, c'est vraiment un bon choix pour moi, je vous la recommande. Ok, V-Strom, on ajoute à la sélection. Une moto sur laquelle moi j'ai un petit retour d'expérience aussi, parce que pareil, mon père en avait une, mais CB500X. Alors là, ça va plutôt s'adresser au permis A2. Oui. Puisque du coup, c'est la base de CB500, hein, dont on parlait aussi. Que les Chinois ont largement du coup repris pour les 3/4 de leur gamme, et c'est pas pour rien. Mais là, pareil, c'est du Honda, donc très bonne moto, plutôt routière. Donc là, le Pakistan va faire du off-road. Hein. Ouais, c'est vrai que le package est un peu off-road, mais c'est vrai que les suspensions, c'est des baguettes, c'est des petites baguettes, c'est pas. Ça. Et donc là, du coup, c'est vraiment ce qu'on trouve là dans le voyage, c'est plutôt une position quand même assez droite, assez confortable, la bulle, enfin voilà, le package trail, on va dire, même si on n'ira pas faire d'un énorme tout-terrain avec. Par contre, le moteur, c'est du Honda, mais Dixit, ce qu'on disait tout à l'heure, au moins tu pars faire tes 1100, 1200 bornes sans te dire est-ce que je vais tomber en panne, quoi. Voilà, Honda. Ouais. C'est pas fun, mais au moins tu sais que tu y arriveras. Position de conduite, pareil, très sympa, confort et tout. Donc franchement, pour ceux qui sont à deux, allez-y sans hésiter. Là, pareil, il y en a eu pléthore, donc ça commence à se trouver en occasion à des prix plus qu'abordables. Du coup, voilà, on la met pour la partie sélection à deux. Ouais. Bon, il y en a une qu'on a été obligé de mettre, enfin une, on va dire une base moteur qu'on a été obligé de mettre, même si on la connaît pas beaucoup. Mais parce que en fait, on a pu le vérifier avec nos petits yeux ébahis. C'est une moto qu'on décrit beaucoup, mais qu'on voit beaucoup. Ouais. C'est donc la BM, évidemment, la GS. Ouais, la 1250 GS. On est d'accord, sur des road trips, on en voit partout. Et effectivement, ça n'a pas l'air d'être pour rien parce que les mecs, ils en voient quand même avec ça. Et ça a l'air d'être d'une facilité déconcertante. Et pour connaître quelques propriétaires, ils sont tous unanimes. C'est un peu... c'est l'alliance incroyable entre quelque chose de massif et quelque chose d'agile et polyvalent. Apparemment, ils ont réussi ce cocktail improbable. À un prix, quand même, un certain prix, toujours pareil.
Mais c'est vrai que nous, on n'a pas eu le plaisir de l'essayer, du coup, ça nous frustre un peu parce ça que. fait partie de notre liste d'ailleurs. On se dit qu'il faut vraiment qu'on y aille un de ces quatre parce que Ouais. tout bien qu'on entend sur ces Putain, elle a l'air pachydermique au possible. Donc, quand on voit ça, on se dit, mais poussez-vous parce que sinon vous allez vous le manger. Mais les mecs, ils ont l'air d'être sur des vélos. Et justement, ce qui permet donc de compléter la proposition avec la version RT, qui elle est vraiment plus route que la GS qui est plus aventure. Ouais. Et là, pareil, témoignage de proches, pour le coup, qui dit que justement, avec le système Shift Cam là, qu'ils ont sur ces moteurs-là, on a vraiment les deux mondes combinés dans un, c'est-à-dire la douceur et surtout cette espèce de regain de caractère moteur dans les tours, qui permet d'avoir une moto qui est plus agile et plus vive que ce qu'elle pourrait paraître en termes de gabarit, et surtout avec un confort, puisqu'il faut penser aussi voyage, et donc à deux. Donc le confort du passager, je pense que là on est sur un bon package, une belle proposition. Ouais, à un prix. Mais on va dire que là c'est plutôt le côté haut de gamme de notre sélection, on va dire. Ouais. Mais on intègre ce paramètre de passagers, parce qu'on n'en a pas parlé pour la CB500 ni pour ta moto ni pour la mienne, parce qu'on estime qu'avec une petite cylindrée, c'est ni agréable pour celui qui la conduit, ni agréable pour la moto qui, elle, pleure dans les montées. Ouais, c'est clair. Il faut quand même un minimum de watts, faut pas exagérer, et puis surtout un minimum de gabarit, parce qu'une seule post-it, je suis désolé, au bout de 100 bandes, vous avez mal, quoi. Et puis à minima, voilà, il faut le top case derrière pour avoir que le passager puisse avoir un dossier, et ça, pour ça, il faut quand même des motos conséquentes. C'est clair. Alors justement... Ouais, bah, continuons sur ce côté très confort routier GT, avec un autre modèle. Alors, j'ai choisi ce modèle-là, il y en a d'autres qui diront non, pas celle-là. C'est le Versys 1000 Tourer. Là, pareil, pour l'avoir côtoyé, on est un peu sur le vaisseau amiral. Ce que j'aime, c'est 4 cylindres. Moteur de la Z1000, que je trouve fabuleux, même après toutes ces années. On est sur quelque chose comme 120 chevaux, mais on est sur une douceur et une polyvalence qui est, moi je trouve, très intéressante. Un bel équipement. Après, c'est vrai que ça commence à se payer chez Kawa. Ça, c'est ce que je trouve un peu dommage là-dedans. Mais voilà, le 4 cylindres qui n'a plus trop le vent en poupe, on va pas se mentir. C'est plus trop ce qu'on préconise, notamment avec les normes Euro 5. Bah là, on a quand même, vous allez vite comprendre le plaisir qu'on peut avoir sur des longues distances avec un 4 cylindres. Donc je vous le recommande. Et il y en a d'autres qui me diront, bah non, prends le Tracer, le 9, Tracer 900. Oui, le Crossplane 900 est un très bon moteur. Mon père a la dernière Tracer 900. Maintenant, je trouve qu'en termes de gabarit et de confort, je préfère le 4 cylindres qui est un peu plus trapu et le moteur un peu plus doux, parce que pour moi c'est ce qui va primer. Le 3 c'est énervé, quoi. C'est plus énervé, ouais. Donc je pense que sur la longueur, encore une fois, si je garde le critère longueur, bah, on va peut-être plus se faire plaisir avec l'autre. Après, si vous y allez tout seul pour casser des chronos, bah, dans ce cas-là, prenez la Tracer. Mais moi, je retiens pas le critère. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser, on peut parler de 4 cylindres, on avait essayé, vous l'avez vu en short sur notre chaîne, la GSX-S GT, GSX-S 1000 GT chez Suzuki, pareil, en fait, qui nous a fait goûter aux 4 cylindres modernes, et franchement, on en garde un souvenir incroyable. Alors pourtant, ça court pas les rues, on n'en voit pas, en fait. On aurait presque pu la mettre, tu vois, dans le top. Alors bon, c'est vrai que la position était quand même un peu extrême. Ouais, la position est pas... C'est pas ce que j'ai retenu là-dessus, c'est vrai que ça reste sportif, donc je vois pas faire des bandes dessus. Par contre, le shifter, il était de qualité. Le shifter, puis même le moteur, d'une douceur incroyable. À la fois, c'est un mélange de douceur et puis de puissance, de sentiment de puissance qui est... Ouais, non mais c'est là, le 4 cylindres en général, je pense que sur des longs trajets, ça restera toujours un bon choix. Donc ouais, je valide. Toujours dans la liste des motos qu'on a essayé, que vous retrouvez en short sur la chaîne, la CF Moto 800 MT, là aussi qui est un trail, on va dire, très moderne, et qui est particulièrement intéressant, on va dire, dans la production chinoise, parce que pas que suréquipé. Ouais, puis voilà, base moteur KTM de la 790. Qui est un excellent moteur, et on a pu la tester, je vous confirme qu'on a quelque chose de très vivant, de très bien optimisé. Qui nous fait oublier le gabarit de la moto, parce que c'est quand même pas non plus... Ouais, elle est haut perché en plus. Elle est haut perché, elle fait son poids quand même, mais parce qu'il y a pléthore d'équipements aussi, et c'est ça qui est bien avec les Chinois, c'est qu'ils vous vendent tout de suite, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'équiper petit à petit et vous retrouvez à la fin avec une ardoise incroyable. Là, pour... alors je vais dire une bêtise, j'ai peur. 11 000, 12 000 11 500 ou 12 000, je crois. Eh ben, vous avez tout, vous avez les langues portées, siège chauffant, crash bar, voilà, machine à café, ça fait tout, donc... Ouais, carrément, franchement, les yeux fermés, c'est vraiment une chouette moto, ouais. Ouais. Ça, c'est le choix malin. Le choix malin.
Et puis allez, on s'arrête là avec un dernier choix, Ouais. le choix off-road. Ouais. Et là encore, on revient sur le côté, ok, vous faites du Baroudeur road de trip, l'extrême. et ouais, vous allez traverser des chemins un peu en fraude. Ouais, puis il y en a qui veulent partir au Maroc, qui veulent... Ouais. Nous, là, on parle de road trip de poireaux civilisés que nous sommes, mais il y en a qui s'enjaillent pour aller, comme je vous ai dit, faire du sablonneux, voir du très boueux, donc ouais, Ténéré 700. Bon, bah là, Ténéré, ouais. Ouais. Incontournable. Alors, incontournable, mais alors c'est vrai qu'on a hésité à la mettre parce que, argument numéro 1, le confort, pour l'avoir essayé. On est quand même sur une selle typée au enduro, donc les selles carrées, là, longiligne. Ouais, très longue et pas forcément hyper confortable. Et plutôt sur au la durée, perché, donc c'est vrai que ça peut fatiguer assez vite. Alors après, comme je le disais précédemment dans l'échange, là, c'est la position de conduite qui va vous permettre de vous reposer. Donc, sur une machine où vous bougez beaucoup, finalement, les muscles vont travailler et se reposer à tour de rôle, donc vous allez beaucoup moins le subir. Donc c'est sûr, c'est pour faire de la ligne droite, ne la prenez pas, oubliez ce choix. Par contre, pour ceux qui veulent faire je vous dis, pour partir au Maroc ou quoi, mais prenez ça, mais direct, quoi. Ouais, voilà, elle réunit toutes les conditions de la ouais. baroudeuse. Que ce soit le Parti comportement cycle, moteur, parti génial. cycle, Ah ouais, ouais. ouais. Vraiment, pour avoir essayé, c'est Ouais. Donc là, c'est plutôt le côté un off-road validé. voilà, road trip, aventure, quoi. Bon ben voilà, ça conclut un peu notre petit top. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire comme d'habitude. Oui. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent en version audio, vous nous retrouvez également sur YouTube si vous voulez voir nos têtes et les illustrations vidéo de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous nous retrouvez aussi, si vous nous écoutez dans la voiture, sur les plateformes audio, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, pour nos micros essais. Et sur la place du marché... Non, pas du tout. Avec du coup des essais en moins d'1 minute, des motos voilà, qu'on peut croiser au gré de nos pérégrinations. Et donc là, vous allez retrouver toute la partie Brixton qui va arriver, là, parce qu'on a fait pas mal d'essais aujourd'hui. Et puis voilà, nous on se retrouve d'ici 15 jours. Et sur ce, bonne route. Ouais, à bientôt.